bonsoir. Merci de rester encore fidèle au programme de Thiaroye TV International. Bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission éducative dénommée Le temps de philosopher. Comme j'ai l'habitude de le dire, cette émission a pour objet en tout cas de satisfaire la curiosité intellectuelle des élèves de terminale ainsi qu'aux amoureux de la sagesse. Alors, pour ce 9e numéro de votre émission éducative Le temps de philosopher, nous allons nous intéresser cette fois-ci sur le domaine 2, communément appelé la vie sociale, si vous voulez qu'on appelle l'anthropophilosophie. Nous allons en tout cas choisir un thème pour essayer de comprendre l'enjeu principal du domaine 2. Comme vous le savez, le domaine 2 du programme de philosophie s'articule autour de 5 axes majeurs, à savoir nature et culture, individu et société, conscience et inconscient, l'État, la liberté. Mais pour notre thème d'aujourd'hui, nous avons essayé de développer un concept très important en philosophie qui a rapport avec l'homme. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que tout le domaine 2 s'articule autour d'une seule question, à savoir une question anthropologique qui revient constamment, à savoir qu'est-ce que l'homme? À la question de savoir qu'est-ce que l'homme, on a constaté que beaucoup de philosophes ont tenté de donner des réponses. Décidément, toutes les réponses apportées par les philosophes sont multiples et contradictoires. Comme l'aurait affirmé Aristote, s'il y a un point principal sur lequel les philosophes sont d'accord, c'est sur le désaccord. Donc on comprend dès lors que la réflexion philosophique à la question de savoir qu'est-ce que l'homme, à cette question anthropologique, les philosophes vont s'inscrire dans le désaccord permanent. Mais pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, nous allons s'intéresser sur un thème très important qui est le travail. De prime abord, lorsqu'il s'agit de réfléchir sur le travail, les questions fondamentales et essentielles auxquelles nous sommes confrontés sont les suivantes. D'où vient le mot travail, c'est-à-dire l'étymologie grecque du mot travail, l'étymologie latine du mot travail. Qu'est-ce que le travail? Le travail est-il une activité libératrice ou contraignante? En d'autres termes, par le travail, l'homme est-il capable de conquérir la liberté? D'abord, il faut comprendre que le mot travail vient du latin tripalium, qui signifie un instrument de torture. Pourquoi le travail est considéré comme un instrument de torture? Parce que l'homme, contrairement à l'animal qui obéit à ses instincts, contrairement à l'animal qui ne subit que les lois de la nature, l'homme par contre, étant un être intelligent, conscient et réfractaire, a la possibilité de s'affranchir des contraintes de la nature par le truchement du travail pour subvenir à ses besoins. Dès lors, on pourrait proposer 2 définitions du travail. La première définition du travail qu'on pourrait proposer est la suivante. Le travail peut être défini comme toute activité consciente, toute activité intelligente permettant à l'homme de transformer la nature pour subvenir à ses besoins vitaux. Première tentative de définition. Deuxième tentative de définition du travail, le travail peut être défini comme toute activité intelligente, en tout cas, la modification intelligente et consciente du milieu extérieur opéré par l'homme. À travers ces 2 définitions, on comprend que le travail exige, si vous voulez, requiert 2 choses fondamentales, à savoir le corps et l'esprit. Parce que l'homme, en transformant la nature de manière intelligente pour subvenir à ses besoins, il a intérêt à utiliser ce qu'on appelle ses muscles, il a intérêt à utiliser ce qu'on appelle son corps et son intelligence. On comprend dans ce sens que le travail semble être une contrainte, le travail semble être une coercition, le travail semble être une activité contraignante dans la mesure où il empêche à l'homme d'être libre. Dans le même ordre d'idée de montrer que le travail est une activité contraignante, une activité coercitive, on pourrait remonter dans la Grèce antique. Dans la Grèce antique, le travail physique était une activité spécifiquement réservée aux esclaves et celui intellectuel réservé aux hommes libres. Quand je dis que dans la Grèce antique, le travail physique était réservé aux esclaves, cela laisse entendre que tous ceux qui exerçaient le travail physique n'avaient pas une considération, si vous voulez, n'étaient pas libres. De ce point de vue, on comprend que de prime abord le travail apparaît comme une contrainte, comme une souffrance, comme un supplice, comme une activité qui empêche à l'homme d'être libre. Deuxième élément de réponse pour montrer que le travail est une contrainte, on pourrait évoquer la fameuse anecdote, les relations entre les bourgeois et les prolétaires. Analysant les relations entre les bourgeois et les prolétaires, des marxistes considèrent le travail comme de l'exploitation de l'homme par l'homme. De ce point de vue, on comprend que les bourgeois avaient tendance à confisquer, à voler ce qu'on appelle le fruit de la dure labeur des prolétaires. Donc dans ce sens, le travail apparaît comme une contrainte, comme de l'exploitation de l'homme par l'homme. Pourquoi? Parce que dans la mesure où l'individu en travaillant, il perd sa liberté, il perd sa dignité, il perd sa créativité. Un tel travail est source de déshumanisation, un tel travail est source de contraintes et de coercition. De ce point de vue, on comprend que le travail empêche à l'homme d'être libre.
Deuxième élément de réponse pour montrer que le travail pourrait être considéré comme une activité qui nous empêche d'être libres, on pourrait évoquer l'exemple, en tout cas la manière dont les enfants travaillaient dans les mines, dans les conditions misérables. L'exemple de Victor Hugo qui plaignant et pénible de travail en dénonçant farouchement la manière dont les enfants étaient exploités, la manière dont les enfants travaillaient dans les conditions misérables pour montrer le caractère contraignant et coercitif du travail. Ça, c'est le premier aspect du travail. Cependant, on aurait tort de penser que le travail est toujours une activité contraignante. D'abord, il faut comprendre que le travail met en rapport l'homme avec la nature. L'homme, contrairement à l'animal qui subit les contraintes de la nature, contrairement à l'animal qui est indépendant de la nature, contrairement à l'animal qui est un être unidimensionnel, porteur seulement d'une nature, l'homme par contre est un être intelligent qui dispose d'une nature et d'une culture. Par son intelligence, l'homme a la capacité de créer des outils au préalable pour transformer la nature. L'acte par lequel, si vous voulez, l'activité par laquelle l'homme transforme la nature de manière intelligente pour subvenir à ses besoins, c'est ce qu'on appelle le travail. Voilà pourquoi Henri Louis Bergson définit l'être humain comme un homo faber. Décidément, l'homme est un homo faber parce qu'il est le seul être, la seule créature qui soit capable de créer des outils pour travailler. Il est le seul être qui soit capable de travailler. Dans cette perspective, on peut dire que l'homme, en voulant conquérir la liberté, il peut l'avoir par le biais du travail. Parce que le travail pourrait libérer l'homme sur trois angles. À travers la société, à travers la nature et à travers financièrement parlant. Pourquoi je dis que le travail libère l'homme sous un angle triple? D'un point de vue social, on peut dire que le travail peut libérer l'homme d'un point de vue social. Pourquoi? Parce que la personne qui travaille d'un point de vue social, au sein de la société, il est considéré, il est respecté. D'ailleurs, dans toutes les sociétés où il y a des gens qui ne travaillent pas, naturellement, ils ne sont pas respectés, ils ne sont pas considérés. Dans cette perspective, on peut dire que le travail peut libérer l'homme d'un point de vue social. Mais également, le travail peut libérer l'homme des contraintes de la nature, comme je l'ai évoqué tantôt. L'homme n'est pas seulement ce qu'on fait de lui, mais également, il est aussi et surtout ce qu'il se fait. Pourquoi je dis que l'homme n'est pas seulement ce qu'on fait de lui? Parce que l'homme est le seul être qui soit capable de créer des outils pour travailler. L'animal n'en est pas capable. Pourquoi? Parce que l'animal est un être unidimensionnel. Par contre, l'homme est un être multidimensionnel. Avec son intelligence, avec sa conscience, l'homme a la capacité de s'affranchir, de se démarquer des lois de la nature par le biais du travail. Troisièmement, le travail aussi libère l'homme pécuniairement, si vous voulez, financièrement. Parce que la personne qui travaille d'un point de vue financier, il ne dépend pas d'un autre. Mais au contraire, elle se suffit de ça, elle se suffit elle-même. Donc on comprend dans ce sens que le travail pourrait permettre à l'homme de se défendre, de se démarquer en tout cas, de s'affranchir d'un point de vue financier. Partant de cette hypothèse, on comprend que le travail joue un rôle fondamental dans la formation de l'être humain, dans la mesure où il lui permet de s'affranchir des lois de la nature, mais également le travail empêche à l'homme d'être oisif. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs nous pouvons comprendre Jean-Marie Arouet, Voltaire, qui disait clairement que le travail nous libère de trois grands maux: l'ennui, le besoin et le vice. À travers cette citation de Voltaire, on comprend que le travail empêche à l'homme d'être oisif. On comprend que le travail libère l'homme non seulement des contraintes de la nature, mais également le travail libère l'homme d'un point de vue financier. De ce point de vue, on comprend que le travail pourrait être considéré comme synonyme de liberté. Dans le même ordre d'idée de montrer que le travail est souvent source de liberté, on pourrait évoquer l'exemple de Saint Paul qui, dans la Bible, déclare clairement que si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. À travers cette pensée de Saint Paul, on comprend que le travail participe à l'épanouissement moral et intellectuel de l'homme. Mais également, le travail fait la grandeur et la dignité de l'homme. De ce point de vue, on comprend que le travail n'est pas toujours une activité dévalorisante, elle n'est pas toujours une activité déshumanisante, mais également le travail pourrait être considéré comme quelque chose qui permet à l'homme de gagner sa liberté, mais également sa dignité. Dans cette perspective, on comprend que, de ce point de vue, le travail, non seulement il définit l'être humain, mais également le travail empêche à l'homme de subir ses désirs et ses passions. C'est dans cette perspective d'ailleurs que nous pouvons comprendre Nietzsche qui dit clairement que le travail est la mère des polices. Lorsque Nietzsche dit que le travail est la mère des polices, on comprend dans ce sens que dans une société où il n'y a pas de travail, les gens sont exposés en danger. Donc voilà pourquoi on comprend dans ce sens que le travail pourrait être analysé sous deux angles, si vous voulez, sous un angle contraignant et sous un angle libérateur. Tantôt le travail apparaît comme une activité libératrice, tantôt il apparaît comme une activité contraignante. Alors j'en viens maintenant aux différentes questions qui m'ont été proposées, en tout cas qui m'ont été posées lors de l'émission précédente.
La première question est la suivante. C'est quoi le mythe en philosophie? D'abord, il faut comprendre que le mythe est un discours imaginaire fondé sur la croyance qui cherche à expliquer l'origine et la destination de l'univers. À travers cette définition du mythe, on comprend que le mythe est caractérisé par la croyance. Le mythe est caractérisé par la divinité. Le mythe est caractérisé par le dogmatisme. Le mythe est caractérisé par ce qu'on appelle la sacralité. Donc on comprend dans ce sens que le mythe tente de raconter des histoires qui sont sacrées pour comprendre, pour faire comprendre aux croyants, ou bien si vous voulez, pour faire comprendre à l'être humain d'où vient le monde, quel est le sens de l'existence de l'homme sur la terre. Deuxième question, comment on est passé du mythe à la philosophie? De prime abord, il faut comprendre que dans la perspective de vouloir satisfaire sa curiosité intellectuelle et naturelle, l'homme avait souvent tendance à faire recours au mythe. Or, on sait que le mythe n'est pas fondé sur la raison. Le mythe également ne démontre pas ses vérités. Le mythe ne raconte pas comment l'histoire s'est déroulée. Et le mythe est atemporel et spatial. Quand je dis que le mythe est atemporel, c'est parce qu'il n'y a pas de date précise dans le mythe. Arrivé à un certain moment, les hommes ont senti la nécessité de se démarquer des mythes. D'où la naissance de la philosophie. J'ai envie de dire par là que lorsque les présocratiques sont venus, c'est-à-dire les philosophes qui sont apparus avant Socrate, ils se sont démarqués totalement du discours mythique pour faire valoir, pour valoriser ce qu'on appelle la raison, pour expliquer et tenter de comprendre les phénomènes de la nature. Dans cette perspective-là, on peut dire que l'homme a quitté le mythe, le discours mythique, pour faire valoir, en tout cas pour valoriser ce qu'on appelle la raison philosophique. Dans ce sens, on comprend qu'avec l'avènement des présocratiques, la philosophie va se démarquer totalement des mythes pour faire appel à la raison, qui est considérée comme l'arme principale, l'identité du philosophe. Quatrième question, quel est le sens du mythe de la caverne chez Platon? D'abord, il faut comprendre que Platon, c'est un philosophe idéaliste. Dans la perspective de nous faire savoir qu'il y a deux mondes, Platon il a évoqué ce qu'on appelle, il a fait appel à un mythe. Or, on sait que le mythe semble être en contradiction, semble entrer souvent en conflit avec la réflexion philosophique. Mais pourquoi est-ce que Platon a utilisé un mythe? Platon a utilisé un mythe pour nous faire savoir que devant certaines situations qui semblent inexplicables, le philosophe peut faire appel à un mythe pour éclairer, pour divulguer sa pensée. Alors, Platon utilise le mythe de la caverne pour nous faire savoir qu'il y a l'existence de deux mondes, à savoir le monde sensible et le monde intelligible. À travers ce mythe de la caverne, Platon a voulu nous faire savoir que le philosophe se distingue fondamentalement de l'homme du sens commun. En effet, là où l'homme du sens commun se nourrit des préjugés, là où l'homme du sens commun a un esprit piégé par les apparences, là où l'homme du sens commun se contente d'accepter les vérités qu'on lui a transmises sans contestation ni critique, le philosophe, quant à lui, il a une attitude critique, il a une attitude analytique caractérisée par la contestation, la remise en cause, l'étonnement. Donc on comprend dans ce sens que lorsque Platon nous fait savoir que dans la caverne il y avait des prisonniers, et le prisonnier qui quitte la caverne pour aller contempler la vraie lumière qui projette d'or symbolise le philosophe, Platon a voulu nous faire savoir que la conquête de la vérité à laquelle aspire le philosophe, cette vérité, il ne peut pas la trouver dans le monde sensible, mais la vérité se trouve dans le monde intelligible. À travers ce passage, on comprend que non seulement le philosophe se distingue radicalement de l'homme du sens commun, mais également Platon a voulu nous faire savoir que le monde intelligible, c'est dans le monde dans lequel l'homme ou bien le philosophe va trouver la vérité, contrairement au monde sensible qui est rempli de préjugés, d'illusions et de fausses certitudes. Voilà en somme ce que Platon a voulu nous faire savoir à travers cette allégorie de la caverne. Dernière question, quel est le rapport qui existe entre le mythe et la philosophie? Bon, on pourrait dire qu'il y a deux rapports entre la philosophie et le mythe. Je l'ai expliqué tantôt. Tantôt, la philosophie et le mythe entrent en conflit. Pourquoi? Parce que le mythe est fondé sur le dogmatisme, le mythe est fondé sur la croyance, le mythe est fondé sur la divinité et la sacralité, alors que la réflexion philosophique, quant à elle, elle est essentiellement caractérisée par la critique, la raison et l'antidogmatisme. De ce point de vue, on comprend que la philosophie semble être en contradiction, semble entrer en dissidence avec le mythe. Mais d'autre part également, il faut noter qu'on aurait tort de penser que la philosophie et le mythe sont toujours opposés. Pourquoi? Parce que là, parfois, le mythe complète parfois la réflexion philosophique. Pourquoi? Parce que devant certaines situations qui semblent inexplicables, le philosophe fait appel au mythe pour expliquer sa pensée. Et j'en profite également pour donner deux exemples qui montrent que le mythe parfois complète la pensée philosophique. Tout à l'heure, j'ai évoqué la fameuse allégorie de la caverne. Mais également, il y a un autre mythe. Parce que dans la perspective de nous faire savoir que l'homme a quitté l'état de la nature pour accéder dans un état social, les philosophes du contrat social, en l'occurrence Thomas Hobbes et Jean-Jacques Rousseau, ils ont fait appel à un mythe pour nous faire savoir comment l'homme a quitté l'état de la nature, si vous voulez l'état animal, pour accéder dans un état civilisé, dans un état social.
Donc à travers ce passage de l'allégorie de à travers ce passage de l'animalité à l'humanité, on comprend que parfois le mythe complète la pensée philosophique. Voilà en somme les différentes questions qui m'ont été posées. Alors quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro dans votre émission éducative, Le Temps de Philosopher. Alors je ne peux pas terminer cette émission sans pour autant remercier le directeur de ISML, M. Ba, à qui je dis un grand merci. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro dans votre émission éducative, Le Temps de Philosopher.